Hello hello les amis, défilé de stars à Monaco ce soir pour la Diamond League. C'était incroyable, il y avait une ambiance de fou. Avec Stéphane, on a regardé ça et on va tout vous débriefer. Des perfs en sprint, des perfs en demi-fond, des concours intéressants. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Je me suis régalé. J'ai kiffé ce meeting de Monaco de Hercules. C'était hier soir, vendredi, sur un meeting qui est historique et prestigieux, sur une piste ultra rapide. Énormément de monde dans les tribunes. Je pense que c'était sold out. C'était vraiment une super étape. C'est la 10e des 15 de la Diamond League. C'était au stade Louis II de Monaco. Un stade réputé pour son cocon et son architecte un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui accueille aussi le stade de foot de Monaco, l'AS Monaco. Je me suis régalé de ce meeting-là. C'était fou. La piste est ultra rapide, par contre, conditions pas forcément idéales comme on avait pu l'annoncer dans le podcast de preview, de briefing. Le grand soleil, ok, mais par contre du vent assez fort, du vent de face sur les courses qui ont vraiment été assez négatifs sur les performances. On va revenir là-dessus avec Alex. Pas très favorable aussi sur les performances en demi-fond. Toutes les performances pour moi, elles sont un peu en deçà de ce qu'on avait prévu, mais par contre c'était un meeting exceptionnel. Il faut nous écouter parce que franchement on va vous décrypter ça et moi je me suis régalé. C'était le plus beau meeting que j'ai pu voir depuis Shanghai, la première étape de la Diamond League en avril dernier. Il y avait du show, comme tu dis Stéphane, à Monaco. Là, on a vu quelque chose sur la dernière course, le 100 mètres féminin. Il y avait des lumières un peu de partout. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu sur des championnats du monde, aux Jeux Olympiques de Paris, notamment aussi avant la finale du 100 mètres masculin. Et en Diamond League, c'est peut-être une première, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment un show, ce meeting de Monaco, et ça faisait plaisir à voir. Et quand on parle de show, évidemment, le plus gros showman de l'athlétisme mondial, c'est Noah Lyles. Il faisait son grand retour sur le circuit de la Diamond League, même sur le circuit tout court, parce qu'on l'avait pas vu de l'année, mis à part sur un 400 mètres un petit peu seconde zone au mois d'avril. Il a été un petit peu blessé, il était même pas forcément attendu à Monaco. Il avait annoncé faire sa rentrée à Londres le 19 juillet et finalement on vous en a même pas parlé nous dans le preview parce qu'il n'était pas encore dans les start lists quand on avait tourné le preview, donc là c'était un peu dommage, mais il était bel et bien là, Noah Lyles. Et il est déjà bel et bien en très très grande forme. Il a gagné la course le 200 mètres, donc en 19,88 avec 0,9 de vent de face, ce qui laisse présager un chrono vraiment très intéressant autour de 19,70 dans des conditions correctes. Et surtout, il s'est offert le scalp de Letsil Tebogo, le champion olympique du 200 mètres. C'était vraiment le duel qu'on attendait pour le coup. Une fois qu'on a su qu'il y avait Noah Lyles, on était tous vraiment très très attentifs à ce qui allait se passer, puisqu'il y avait d'une part Noah Lyles, un des meilleurs mondiaux de tous les temps, le deuxième ou troisième mondial de tous les temps sur le 200 mètres. Derrière Bolt, bien sûr, Johan Blake est à égalité avec Michael Johnson en 19,31. Et champion olympique du 100 mètres, vraiment, il commence à être une légende du sprint, Noah Lyles, quoi qu'on en pense. Je suis pas son premier fan, mais faut reconnaître quand même que c'est un grand athlète. Et il s'affrontait contre Tebogo, qui est une sorte de pépite de révélation des Jeux Olympiques de l'année dernière, avec le titre sur 200 mètres en 19,49, très grosse perf également. Donc voilà, on attendait avec impatience ce duel et Noah Lyles a franchement, j'ai envie de dire, même un petit peu ridiculisé Tebogo, même s'il est pas très loin. Tebogo a carrément ralenti à la fin de la course tellement il était écœuré de voir Noah Lyles intouchable devant lui. Ouais, l'annonce de la participation de Noah Lyles, l'annonce surprise a changé la donne sur ce meeting-là. J'en suis convaincu. Je pense qu'il y a des spectateurs qui se sont déplacés uniquement pour le voir. Il a mis le show d'entrée. C'était les premiers jeux de lumière, le 200 mètres homme. Pourtant, ça s'est couru sur la fin du programme. 19,88. C'est une de ses meilleures rentrées, la 4e, il me semble, ou la 3e de ses meilleures rentrées. Mais c'est une très bonne rentrée. Pourquoi? Parce que c'est sa première course, tu l'as dit Alex, de la saison. Alors que d'habitude, il court un 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres avant de s'aligner sur un 200 mètres. L'année dernière, il avait couru en moins de 9,90 avant de faire un 19,77 pour son premier 200 de l'année. Il avait fini
Alors avec le Covid sur les Jeux Olympiques, mais il avait quand même été champion olympique du 100 mètres. C'est une très belle course qu'il nous a fait. Moi, je suis plutôt team Noah Lyles, Alex plutôt team Tebogo. Donc je suis plutôt content de dire que Noah Lyles, on l'a retrouvé. Je suis très content qu'il ait aussi retrouvé son couloir 7 fétiche. Leslie Tebogo était au couloir 6 et franchement, il fallait oser être au 7 pour sa première course derrière Tebogo et enfin devant Tebogo, et j'ai trouvé très malin c'est ce positionnement-là aussi. Il a allumé sur les 150 premiers mètres. Il était intouchable sur les 50 derniers mètres. Leslie Tebogo, il a littéralement fini en footing. Tu l'as dit, c'est une course qui se gagne donc en 19,88, moins 0,9 devant. On parlera des temps de passage après, mais il y a aussi un Français qui a participé à cette course historique d'après moi en tout cas à Monaco. C'est Théo Andan, le Monégasque, qui était chez lui. Cours de 400 mètres, un très bon cours de 400 mètres qui sera très certainement aligné au relais 4x4 pour les championnats du monde de Tokyo. Il avait un record à 21,46, il faut le souligner. Aujourd'hui, il a fait 20,69. Record personnel du coup explosé avec moins 0,9 devant. C'est une très très belle performance, sachant qu'il était au couloir 1 et c'est un des plus rapides coureurs français de la saison, 5e meilleur performeur français de la saison sur 200 alors qu'il fait du 400. Ouais, Théo Andan, franchement, je lui tire mon chapeau parce que 20,69 pour un coureur de 400, c'est très fort. Et en plus de ça, au couloir 1, franchement, respect Théo. Il a pas fait si mauvaise figure dans cette course, hein, contrairement à ce qu'on avait pu annoncer dans le preview. Donc, désolé Théo, tu méritais clairement ta place. En tout cas, t'as honoré ta participation à ce meeting et franchement, ça a fait plaisir de voir ça en tout cas. Et on va revenir un tout petit peu sur Noah Lyles parce que bon, voilà, c'est la première fois qu'on le voit cette année en compétition et moi je l'ai trouvé franchement volumineux, je l'ai trouvé beaucoup plus costaud que l'année dernière, un peu avec des bras et des épaules impressionnantes par rapport à l'année dernière. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait un gros cycle de force. Alors peut-être du haut du corps, mais je pense que tout son corps est beaucoup plus dense, beaucoup plus musculeux. Et je trouve que moi, dans sa sortie de bloc, qui est quand même clairement son point faible depuis des années, je l'ai trouvé assez impressionnant. Bon, après, c'est en virage, il y a du décalage, donc on peut pas vraiment comparer avec les autres participants. Mais moi, il m'a fait une très très belle impression sur quelque chose qui est habituellement son point faible. Donc s'il a gommé définitivement ce point faible, Noah Lyles, il va être vraiment très très dur à aller chercher. Ouais, pourquoi on vous dit ça? C'est parce que il a fait des temps de passage assez intéressants. On va le comparer avec un autre athlète, Goodgood, qu'on commence à connaître de plus en plus, le junior australien, la pépite en ce moment à l'international, qui a réalisé dans une course B, une course un peu secondaire du meeting de Diamond League. Alors peut-être qu'ils n'ont pas voulu s'affronter, Goodgood, Noah Lyles et Leslie Tebogo, ces trois générations d'athlètes. Mais il a couru 20-10 avec moins 1,9 mètres par seconde. Goodgood, le junior australien, dans une course qui était montée quasiment pour lui, qui affrontait d'autres espoirs. Pourquoi ce choix-là? Peut-être pour le protéger. C'était sa première apparition en Diamond League. C'était plutôt malin de l'organisateur, peut-être, de le protéger comme ça. Il fait 20-10 avec moins 1,9 mètres par seconde. Temps de passage de Goodgood, c'est 10,41 contre 10,21 de Noah Lyles. Alors les conditions n'étaient pas tout à fait identiques. Sur le 120 mètres, 12,29 pour Goodgood contre 12,01 pour 12,05 pour Noah Lyles. Et là où l'écart se fait le plus, c'est au 150 mètres, 15,10 pour Goodgood contre 14,85 pour Noah Lyles. Mais c'est très intéressant d'avoir ces statistiques-là qu'on peut retrouver sur World Athletics. C'est super intéressant. Et il faut aller les voir, cette course-là future avec Noah Lyles qui a 28 ans, Goodgood 18 ans, donc l'écart de génération est assez important, et on met au milieu Tebogo qui a 22 ans, et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Ça devrait se retrouver au championnat du monde à Tokyo. Ouais, c'est sûr que ça fait vraiment saliver ces trois-là, ça, quand ils vont s'affronter. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'impressionne chez Goodgood, c'est que on remarque qu'il a, au bout de 100 mètres, tu l'as dit, 10,41 pour Goodgood contre 10,21 pour Noah Lyles. Il y a 2 dixièmes d'écart sur le 200 mètres, sur le 100 mètres. Donc à mi-parcours, il a déjà 2 dixièmes d'écart. Et à la fin de la course, il n'y a que, entre guillemets, que 22 centièmes d'écart. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, il y a 22 centièmes d'écart. Ça veut dire que dans la deuxième partie de course, il ne perd que 2 centièmes sur la ligne droite, Goodgood par rapport à Noah Lyles. Donc ça veut dire qu'il fait pareil que Noah Lyles, en fait. Il
il fait la même chose, il lutte, il est au même niveau que Noah Lyles dans la dernière ligne droite. Sachant que Noah Lyles, c'est vraiment un des meilleurs mondiaux, si ce n'est le meilleur mondial sur la deuxième partie d'un 200 mètres. Donc Good très impressionnant. À noter aussi qu'il avait moins 1,9 de vent de face, là où Noah Lyles avait moins 0,9. Donc on peut presque dire même que Good est plus rapide que Noah Lyles dans la deuxième ligne droite dans la ligne droite sur un 200 mètres. Donc si on part de ce principe-là, Good va falloir qu'il progresse sur sa mise en action, parce que 10-21 contre 10-41, c'est trop important. L'écart, il est trop important au bout de 100 mètres pour pouvoir lutter sur la deuxième partie de course, et pourtant, il arrive à le faire. Donc, j'ai hâte de le voir progresser sur 100 mètres, ce Good, parce qu'il va être intouchable s'il arrive à passer en 10-20 comme Noah Lyles au 100 mètres. Clairement. Il y avait une autre course aussi qui nous faisait saliver, c'était la course du 800 mètres homme. On avait annoncé une tentative de record du monde. Je vous le dis, il n'y a pas eu record du monde malheureusement, parce que sinon ça aurait été notre tout premier élément d'analyse sur le podcast aujourd'hui. Mais une très très belle course. Gabriel Tual malheureusement seulement 10e, qui a été assez bousculé, j'ai envie de dire, par la concurrence. C'était une course très très dense qui a été remportée par Wanyoni, le Kenyan qu'on voit aux avant-postes depuis plusieurs semaines en Diamond League. Une très belle course remportée par ce Kenyan-là en 1:41-44. Gabriel Tual a noté 10e, 1:44-17. C'était le seul Français engagé dans cette course. C'était une course qui est allée super vite, mais on s'attendait à des temps un tout petit peu mieux, surtout sur la fin de course. Alors il y a quand même 6 gars qui font moins d'1:43. Mais on pouvait espérer plutôt 5 ou 6 gars en moins d'1:42, c'est pas ce qui s'est passé, mais il faut que Gabriel Tual il se remette dedans assez vite, parce que des courses comme ça, il va en avoir jusqu'au championnat du monde. Ouais, Gabriel Tual qui s'est plaint un peu en interview à la fin du nombre d'athlètes sur la ligne de départ. Ça avait déjà été le cas à la Diamond League de Paris. À Paris, ils étaient 13, là ils étaient 12, alors que dans les finales mondiales, par exemple, ils sont que 8, donc c'est sûr que ça bouscule moins, il y a plus de place pour faire sa propre course. Mais peut-être qu'à force de se plaindre, Gabriel Tual, il va être la victime de ces plaintes. Les organisateurs des futurs Diamond League vont peut-être l'écouter, ils vont se dire bon ok, on va mettre que 10 gars au 800 mètres, comme ça ils auront plus de place, mais qui c'est qu'ils vont évincer? C'est peut-être Gabriel Tual, parce que Gabriel Tual, là il finit donc 10e de la course. À Charletti, il avait fini un peu plus loin aussi, il n'était pas dans l'emballage final. Donc peut-être qu'en se plaignant, Gabriel Tual, il va se faire évincer des futurs Diamond League. Donc moi je prendrais ça à sa place comme plutôt un exercice intéressant. On a le droit de se tromper, mais dans la course, il y a 12 participants. Pour les 12 participants, ils sont 12. Donc Wanyoni, lui aussi, au début de la course, il y avait 11 autres gars autour de lui, et c'est lui qui s'en sort le mieux à chaque fois. Pourquoi ? Parce que certainement, il est meilleur que les autres, et qu'il soit 8 dans la course ou 25 dans la course, ça sera Wanyoni tout seul devant, à mon avis, parce que en ce moment, c'est lui qui est intouchable. 1:41-44, tu l'as dit Stéphane, c'est la World Lead, c'est sa 3e meilleure perf en carrière, et quand on commence à enchaîner des chronos en 1:41-4, 1:41-2, 1:41-1, il avait fait l'année dernière, franchement, le record du monde, il va peut-être sauter un de ces jours, et ça sera Wanyoni qui va s'en emparer, parce que quand on a une telle régularité, il y a une perf de pointe qui sommeille, et on l'a dit tout à l'heure en prélude, le vent a vraiment joué des tours aux sprinters. On en a parlé avec Good et Noah Lyles, mais pour le demi-fond, on sait qu'on a besoin de conditions stables pour perfer, que s'il y a du vent de face, moins 1,9 ou moins 2 dans la ligne droite, ça pique, même si de l'autre côté il est à plus 2 dans le dos, ça n'aide jamais autant que ça freine. Donc ça a perturbé forcément les courses de demi-fond, et Wanyoni, malgré tout, 1:41-44, monstrueux. Ouais, c'est très costaud, c'est la meilleure performance mondiale de la saison, la 3e meilleure perf de sa carrière. Il passe en 49-21, ça c'est le lièvre qui passe en 49-21, il passe un tout petit peu plus lent, alors que c'était 49-0 ce qui était demandé par le Polonais qui faisait lièvre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais Wanyoni, il a mis les grosses boîtes, il est très très intelligent, très malin, très très fort. Je vois pas qui peut aller le déboîter sur les 150 derniers mètres. Il me paraît être quasiment intouchable. Ça, c'était le 800 mètres homme. On passe aux 5000 mètres homme avec la tentative du record du monde qui a là aussi échoué. Un peu dommage qu'au meeting de Monaco, on n'ait pas eu un record du monde ou un record d'Europe. Ce record du monde, il était quasiment intouchable. On le sait, Kejelcha tout seul, à partir du 3000 mètres. Plus de lièvre, plus rien. Il a joué le jeu, franchement, ça fait 3 fois qu'il joue le jeu, Kejelcha. Franchement, il se prend des bâches, il se prend un mur les 400, 500 derniers mètres.
Mais il y va, il tente le tout pour le tout à chaque édition. Il faut reconnaître que lui, il a un mental de fou furieux. Pas de record du monde, c'était 12 minutes 35. Ça se gagne en 12,47 par Kejelcha, je viens de vous le dire. Mais pas de belles tentatives, à mon avis, de tous les coureurs. Une course assez spéciale, peut-être dû au vent, tu l'as dit, avec Jimmy Gressier, qui finit par contre à une très très belle deuxième place en Diamond League sur 5000 mètres homme. Deuxième, c'est exceptionnel. Faut le dire, déjà qu'en européen c'est très très rare, alors un français c'est encore plus rare. Jimmy Gressier, très costaud en 12,53, encore un peu loin de son propre record de France de 12,51 qu'il avait battu à Charletti. C'est ce qu'il voulait faire, mais très très belle course pour moi, deuxième place. Et Etienne Daguinos, 12,55 minima pour les championnats du monde. Ça c'est du très costaud, c'est la perf à retenir. Et si je dis pas de bêtises, c'est le seul nouvel athlète français à avoir réalisé les minima aujourd'hui pour le championnat du monde. Ouais, Daguinos, c'est ce qu'il faut retenir sur ce 5000 mètres masculin. C'est le seul de la course qui bat son record. Je crois qu'il y a un Allemand juste aussi qui fait 12,53 record national, mais très peu de records personnels. Et on va le redire une dernière fois ici, mais je suis persuadé que le vent a vraiment a été un facteur hyper important et hyper négatif pour la performance sur ce type d'effort. Parce que Kejelcha, tu l'as dit, 2000 mètres tout seul devant, il a explosé, le pauvre. Il faisait vraiment de la peine. Il faisait vraiment de la peine à voir dans les 800 derniers mètres. On avait l'impression de revivre la même chose qu'à Charletti, mais en pire cette fois. Parce qu'il était sur les bases, la Wave Light était basée sur 12,40, mais il était vraiment bien sur les bases. Il faisait 2,33 au 1000, 2,33, c'est fait pour faire 12,35. Donc il était sur les bases de 12,35 jusqu'au jusqu'au kilomètre 4. Mais le dernier 1000, ça a été une longue agonie pour lui et ça faisait un peu peine à voir. Et c'est pour ça aussi, je pense que Gressier n'a pas été en mesure de faire mieux que 12,53, ce qui reste très bien en termes de place parce qu'il finit deuxième de ce Diamond League, mais le chrono est un petit peu décevant, mais encore une fois, le vent n'aide pas. Et Daguinos, dans ces conditions, qui s'en sort très bien, franchement, c'est assez impressionnant parce que il y a eu quand même de la casse dans cette course avec Almgren qu'on avait annoncé, Stéphane, que tu avais annoncé, qui allait peut-être aller chercher le record du monde. Il a complètement explosé en plein vol. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Et en plus, il a même pas servi de lièvre. Non, il s'était mis derrière Kejelcha. Il a voulu suivre le plus longtemps possible, mais au bout du 3000 mètres, il a mis le clignotant. Yann Schrub qui a abandonné également. J'ai pas trop vu quand et pourquoi. Donc faudra qu'on se renseigne. Mais ouais, il y a eu de la casse dans cette course et les conditions climatiques, à mon avis, ils sont pour beaucoup. Et une dernière parenthèse sur ce 5000 hommes qui moi me fait un peu mal, j'ai envie de dire, c'est que la meilleure performance mondiale de la saison, elle a été faite en salle à Boston par Grant Fisher. On est encore sur ça, alors qu'on a des athlètes d'une classe exceptionnelle. Grant Fisher, c'est la classe exceptionnelle aussi. Grant Fisher qu'on voit de moins en moins sur le circuit, on se demande ce qui se passe. Il prépare peut-être très très bien les championnats du monde, mais 12,44,09, c'est la meilleure performance mondiale de la saison et ça a été fait à Boston en salle le 14 février dernier. C'est très étonnant d'attendre autant en Diamond League ou sur d'autres meetings avant d'avoir une World League, en tout cas sur 5000 mètres, connaissant les Africains qui sont là pour dynamiser les courses. Je suis très étonné. Et la deuxième petite interrogation et méfiance que j'ai envie d'avoir, c'est par rapport aux Allemands. Les Allemands en demi-fond sont très très forts. On avait vu le 3000 mètres steeple avec Rupert qui avait fait 8,02, il me semble. 0,1, ouais. 0,1, quasiment sur le record d'Europe de Mekissi. Là, on a un Mohamed Abdidali qui a fait 12,53, record national du 5000 mètres. On a vu deux autres filles très compétentes, très fortes sur le 1500 et le 5000 en dernière Diamond League. Attention à l'Allemagne pour les places au championnat d'Europe. Ouais, et pour revenir sur Grant Fisher, Stéphane, je pense que lui, il prépare sagement ses trials pour se préparer pour les championnats du monde. Et on l'avait vu la semaine dernière à Eugene sur le mile, il avait fait 3,48, ce qui pour lui, pour son profil de coureur plus 3000, 5000, était quand même très 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 bien, 3,48 au mile. Donc on va suivre Grant Fisher sur les trials, je pense. On va enchaîner avec on n'en parle que maintenant parce qu'il n'y a pas eu de record du monde. On banalise vraiment le saut à la perche maintenant. Mais il y a quand même une victoire du Duplantis, comme d'habitude, on a envie de dire, 6,05 m, record du meeting qui ne lui appartenait pas. C'était Piotr Lisek, le Polonais qu'il avait jusqu'à maintenant. Donc Duplantis, il s'est attaché à bien récupérer le record de ce meeting. Et à mon avis, c'est un petit objectif qu'il a dans sa carrière aussi, c'est d'avoir le record de tous les meetings de Diamond League. Donc là, il gagne avec 6,05 devant Karalis qui fait 5,92 m et Curtis Marshall aussi 5,92 m. Mais par contre, Karalis, il a été assez impressionnant sur des tentatives à 6,05 m et 6,10 m. On sent que
dans les semaines qui viennent, Caralis, il va vraiment faire une grosse perf. On sent que les 6-10, il va les envoyer, et ça m'étonnerait même pas qu'il soit pas capable d'aller taper du 6-13, 6-14, 6-15 et de devenir dans le top 3 des meilleurs perchistes de tous les temps, avec Renaud à 6-16, avec Boubka à 6-15. Caralis, à mon avis, il va venir matcher avec eux dans les semaines à venir parce qu'il a été assez impressionnant. Honnêtement, je suis pas ultra spécialiste du saut à la perche. Quand je regarde un saut de Armand Duplantis, je trouve ça très impressionnant, mais j'arrive pas à l'analyser. Mais par contre, ce duel-là avec Caralis, moi, il me motive de plus en plus à regarder vraiment les statistiques, les analyses de ces deux athlètes-là qui sont exceptionnels. Et ce duel-là, je pense que c'est un fil un peu rouge de toute la saison jusqu'au championnat du monde. Et ils sont pas à distance, ils se regardent, ils sont là ensemble, ils s'encouragent. Mais le jour J, je pense que ça peut être complètement différent, et j'ai vraiment déjà hâte de retrouver ces deux athlètes-là, parce que pour moi, c'est un défi et c'est une battle assez intéressante. Celui qui était aussi presque, j'ai envie de dire, dans la battle et dans la bataille pour le podium, c'était Renaud Lavillenie, incontestable, meilleur français de l'été, il faut le dire. 5,82 m au premier essai, quasiment une valise, j'ai envie de dire. C'est un très très beau concours qui nous a fait Renaud Lavillenie, avec une impasse à 5,72 après avoir franchi au troisième essai 5,62. Donc là, c'est un très très bon exemple de réglage d'après moi. Une petite valise à 5,82 et après il échoue sur les hauteurs un peu plus hautes, mais c'est quand même un quatrième du concours. 5,82, il refait les minima pour les championnats du monde, là où Thibaut Collet ne les a toujours pas fait. Est-ce que c'est inquiétant, Alex, ou pas d'après toi? Thibaut Collet, c'est vrai qu'il stagne un petit peu à des barres entre 5,60 et 5,75 pour l'instant. L'échéance, pour lui, j'imagine que de toute façon c'est Tokyo, elle est loin, il a un peu le temps, il a été un petit peu embêté par des soucis au genou, je crois savoir, donc il faut lui laisser le temps aussi. L'objectif pour lui, ça va être de faire les minima, il va falloir qu'il les fasse lors des championnats de France élite potentiellement pour gagner sa place, donc il y a encore quelques semaines, mais c'est vrai que ça commence à se préciser, il faudrait que ça décolle. Mais pour revenir aussi sur Renaud Lavillenie, franchement, moi, il me bluffe, parce que je suis le premier à le soutenir et tout. Je suis fan de sa carrière. Il est très fort mentalement, déjà, tu l'as dit. 5,62 au troisième essai, il fait l'impasse à 72 et il passe 82 au premier. Ça, c'est un truc de champion. C'est vraiment, c'est un concours de champion. Il nous a fait d'un mec voilà. On sent toute l'expérience du bonhomme, il se connaît par cœur, il connaît la perche sur le bout de ses doigts, c'est magnifique. Et moi, je suis souvent le premier à critiquer un petit peu quand il va faire des performances sur des meetings, à monter sur tumbling, et c'est ce qu'il avait fait en Pologne quand il avait fait 5,82 m, et je suis toujours à dire, bon, attendons de voir ce qu'il va faire sur une piste normale. Et ben là, voilà, il me fait fermer ma bouche, parce que 5,82 m, il l'a fait à Monaco, dans des conditions, en plus avec du vent, qui devait pas être facile, hein, même pour les perchistes, on sait que le vent, c'est pas leur meilleur ami. Donc, franchement, grand coup de chapeau à Renaud Lavillenie, qui confirme les minima pour les championnats du monde sur une vraie piste d'athlée, donc bravo, rien d'autre à dire. Effectivement, on passe aux 1000 mètres femmes, avec là aussi une course qui était plutôt attendue, une course qu'on n'a pas l'habitude de voir, une exhibition, comme on peut l'appeler, avec 3 Françaises qui étaient engagées. On s'était lancé un peu dans les paris avec Alex contre un peu les pronostics, Anaïs Bourgoin versus Agathe Guillemot. J'ai pas honte de le dire que j'avais raison, encore une fois. Anaïs Bourgoin qui l'emporte devant Agathe Guillemot avec des temps. J'ai pas envie de dire pas terrible, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour ces athlètes-là, mais je m'attendais à bien mieux que ça. La course, elle était exceptionnelle, gagnée par la Kenyane Chepchirchir à 7/10 du record du monde en 2:29,77. C'était une très très belle course d'elle, qui reste un cran quand même en dessous de Kipyegon qu'on a pu voir sur les 2 dernières Diamond League et sur la tentative du Breaking Four. Mais 2,33 pour Anaïs Bourgoin, 2,34 pour Agathe Guillemot, je m'attendais à un tout petit peu mieux. C'est une très belle course de nos Françaises. Mais voilà, je pensais que ça allait être un peu plus rapide. En fait, ça permet encore une fois, et on l'avait dit dans le preview, de mesurer tout le talent qu'avait Patricia Djaté, parce que son record de France de 2,31,93 perdure, et Anaïs Bourgoin il échoue à 1,5 seconde, ce qui n'est pas rien quand même. Elle est loin, alors que Bourgoin, c'est une athlète qui est très forte, hein. Faut pas se tromper là-dessus. Elle est passée en 2,01 au 800 sur cette tentative, et elle finit en 2,33, donc ça veut dire qu'elle fait
32 secondes dans le dernier 200 mètres, et c'est là que ça pioche un petit peu. Alors elle, c'est peut-être plus une coureuse de 6-8 et pas moins de 8-15. Mais Agathe Guimau, moi je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit un peu meilleure sur ce genre d'effort. Elle est passée en 2-0-3, elle finit en 2-34, donc elle a fini plus vite que Anaïs Bourgoin. Donc j'imagine que Agathe Guimau, si elle avait été un petit peu plus audacieuse au début de sa course, elle aurait pu être au moins au niveau d'Anaïs Bourgoin. Donc on verra par la suite s'il y a des autres tentatives. C'est toujours rigolo de voir ce genre de distance un peu inédite. Mais à noter quand même que nos deux Françaises, si je dis pas de bêtises, s'offrent le scalp de Ouero aussi. Et ça, c'est quand même un bon repère. C'est une fille qui est forte, la Suissesse, et qui est la meilleure performeuse européenne de l'année sur le 800 mètres. Donc voilà, c'est quand même des bonnes perfs, mais quand même on reste un peu déçu. Et bien sûr, comme tu l'as dit Stéphane, Cheb Chirchir impressionnante en 2,29, la seule sous les 2,30, et c'est des chronos vraiment rares, hein, moins de 2,30 au 1000 mètres pour des femmes. Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà vu avec Kipyegon sur des tentatives de record du monde du 1500, mais c'est quand même de très très grosses perfs. Cette course 2,29, et à noter que Jessica Hull aussi, l'Australienne, 2,30,96, est la première européenne. C'est pas nos Françaises, c'est pas Anaïs Bourgoin ou Agathe Guimau, c'est Jamariki qui claque quand même 2 secondes à Anaïs Bourgoin sur un 1000 mètres, c'est beaucoup. Alors on le sait, elle a un profil aussi 1500, Gemma. Ouais. Mais voilà, j'ai hâte de les retrouver sur une vraie épreuve comme le 800 ou le 1500. Et je pense qu'on aura un peu plus de repères. Là où on avait besoin de repères, honnêtement, c'est sur le 3000 mètres steeple homme, parce qu'on n'a rien compris de cette course-là. Nous, avec Alex, franchement, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? El Bakkali, le champion olympique en titre, seul au bout de 3 minutes 30 ou 4 minutes. Pas de lièvre. Alors tu l'as dit dans l'introduction qu'il était annoncé au dernier moment, donc peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le plateau suffisant pour avoir des lièvres. C'est une tentative de record du monde qui a échoué lamentablement, j'ai envie de dire. C'était incompréhensible. Pourquoi tenter ce record du monde tout seul, sans lièvre, en étant à 3 minutes 30 de course tout seul? J'ai vraiment pas compris. Il a failli se faire déboîter par un petit japonais qu'on ne connaît pas. Et franchement, ça a failli passer à la trappe. Heureusement qu'El Bakkali, il a un très bon finish et il a une très bonne marge, mais Miura, un japonais, 8,03,43, record national du Japon, qui finit deuxième derrière El Bakkali en 8,03,18, donc quand même pas 3 dixièmes d'écart. Franchement, ce japonais-là, moi j'aurais voulu qu'il gagne, parce que ça aurait fait vraiment une très très belle surprise. Et c'est ce qu'on a besoin. Moi, je trouve intéressant aussi que les champions olympiques se fassent titiller par des athlètes. À noter que ce japonais, pour finir, il avait fait 8 minutes 10, il me semble, au 3000 mètres steeple. Il a quand même enlevé 7 secondes à son record perso. Non, mais ce qui est ouf avec les courses de El Bakkali, c'est qu'à chaque fois elles sont montées pour lui. À Rabat, c'était le cas, voilà, moins de 8 minutes. Et là, tentative de record du monde, et à chaque fois il y a un mec qui a 2 doigts de lui voler la vedette, quoi. À Rabat, c'était l'Allemand Rupert, dont on va reparler juste après, là, qui avait explosé son record personnel de 14 secondes pour faire 8,01 et faire douter El Bakkali dans la dernière ligne droite. Et là, ça a été même encore plus loin avec ce japonais qui, à la réception de la dernière EE, à 60 mètres de la ligne d'arrivée, est en tête. El Bakkali est en déperdition totale, mais il a un sursaut d'orgueil, et dans les 60 derniers mètres, il met un coup de kick impressionnant. El Bakkali, quand même, on voit là l'ego du champion qui va tout donner dans la dernière ligne droite pour ne pas perdre cette course. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois, c'était une course de fou de toute façon, parce que voilà, on en parle maintenant, mais l'Allemand Rupert, qu'on attendait, qu'on voulait scruter, qu'on voulait voir s'il allait être capable de confirmer ses 8,01 de Rabat. Le pauvre Allemand, il chute au bout de 80 mètres de course à peu près, donc course terminée pour lui. Malgré tout, il va quand même il se relève et il va jusqu'au bout de la course, donc déjà ça c'est tout à son honneur. Il fait 8,24, ce qui est loin d'être mauvais comme chrono, sachant qu'on est tombé. Donc ça c'était impressionnant. C'était un des nombreux faits qu'il y a eu dans cette course. Il y a aussi eu la chute de Nicolas-Marie Daru qui est tombé dans une rivière. On a vu le ralenti sur la chaîne L'équipe, qui s'est envoyé une gamelle de l'espace dans la rivière. Franchement, heureusement qu'il était militaire. Je crois qu'il était chasseur alpin et il sait ce que c'est les sauts en parachute. Je crois que là ça lui a rappelé des souvenirs. Il finit en 8,40. Lui aussi, respect d'avoir fini, parce que la course terminée après avoir fait une telle chute dans la rivière. Donc voilà, course un peu cataclysmique avec plein d'actions à droite, à gauche. On peut noter aussi
que dans cette course, on attendait Alexis Miele, le champion d'Europe. Il a déclaré forfait juste avant la course, car à l'échauffement, il a ressenti une douleur au pied. Et quand on parle de douleur au pied pour des coureurs à pied, franchement, moi, ça me fait un peu peur parce que ça fait directement penser à fracture de fatigue. Si c'est ça sent très mauvais pour Alexis Miele et le reste de sa saison. On va attendre d'avoir de ces nouvelles un peu plus concrètes, mais et surtout, on va lui souhaiter un prompt rétablissement et en espérant que ce soit vraiment pas grand-chose. Et voilà, dans cette course, il y avait aussi un autre Français, Bedrani, qui lui a pu faire sa course. Il a pris des risques, Bedrani. On l'a vu aux avant-postes au début. Il était il était pas si loin que ça, on va dire, de l'allure de El Bakkali sur la tentative de record du monde. Mais il a bien explosé sur la fin de course. Il finit en 8-16. Mais moi, je pense que c'est cool de sa part pour lui d'avoir pris des risques, d'avoir tenté, osé. C'était le moment où, de toute façon, on n'attendait rien de lui. Il a déjà fait les minima et lui, il a juste à valider son ticket au championnat de France élite. Donc je pense que c'était assez intéressant de sa part d'avoir tenté une course rapide. Mais voilà, course un petit peu faux folle, ce 3000 mètres steeple, c'était rigolo à suivre. C'était assez étonnant, je suis d'accord avec toi. On passe au 100 mètres féminin avec une ambiance assez folle, j'ai trouvé. C'était la dernière épreuve de cette Diamond League Hercules de Monaco et j'ai adoré les jeux de lumière. On se serait cru aux Jeux Olympiques à Paris, quasiment. Des jeux de lumière noir-blanc très très impressionnants. On a senti les filles plutôt stressées, sauf Juliane Alfred, qui n'a aucune émotion quand elle court ou même derrière les stars. C'est assez impressionnant. Mais cette ambiance-là, moi, j'ai kiffé. On va pas retenir toutes les performances de Monaco, mais cette ambiance-là, moi, j'ai envie de la retenir. On revient sur le 100 mètres féminin avec Juliane Alfred, la championne olympique, qui gagne très facilement, très loin derrière, devant les autres concurrentes. 10,79, malheureusement encore avec du vent de face, moins 4. On se souvient qu'elle avait fait 10,77 avec moins 1,5. Sur la dernière Diamond League à Eugene. Les conditions en Diamond League sont un tout petit peu moins bonnes sur le vent et sur le sprint, alors que les performances sont exceptionnelles. 10,79 avec moins 1,4, c'est très très bon. Voilà, maintenant pour taper du 10,65, 10,60, il va falloir que les conditions sont meilleures. À noter quand même qu'elle était très loin devant, il n'y a eu aucune concurrence, ou presque, et c'est un peu dommage de ne pas avoir vu d'autres filles à moins de 11. Moi j'ai hâte de les voir courir ces filles, notamment Juliane Alfred et Melissa Jefferson, qui n'étaient pas là à Monaco, mais qui étaient à Eugene et qui avaient gagné devant Juliane Alfred. J'ai hâte de les voir courir avec plus 1,4 ou plus 1,5 devant dans le dos, parce que ça va vraiment tout changer et on va voir des chronos. Je sais que t'aimes bien cette expression, Stéphane, stratosphérique. Ça va être un truc de dingue. Il faut vraiment qu'on trouve cette course où les conditions seront réunies et que les athlètes seront en forme, parce que ça va être fou. Il y a une athlète qui est en très grande forme. J'ai l'impression qu'elle monte en puissance aussi. C'est Femke Bol. On l'attendait sur le 400 mètres haies. À mon avis, son objectif, c'était de passer sous les 52, piquer la World Lead à Sydney McLaughlin, et c'est exactement ce qu'elle a fait. 51,95 World Lead, car pour l'instant c'était McLaughlin en 52,07. Femke Bol, encore une course, j'ai envie de dire comme d'habitude, tout en contrôle, tout en relâchement. L'impression que ça trottine, mais ça va super vite. Donc j'ai hâte de voir la suite de la saison de Femke Bol, moi, parce que ça ne fait que monter en puissance, et son entraîneur Laurent Meuvely doit très bien la préparer pour Tokyo. Donc là elle est pile à 1 seconde de son record personnel, 50,95, qu'elle avait quand même réalisé à la chaux de fond. Faut en tenir compte. Ça optimise un petit peu les performances là-bas. Donc je pense elle est sur une belle dynamique, une belle montée en puissance qui va l'amener jusqu'au championnat du monde de Tokyo, et pourquoi pas peut-être tenter de rivaliser avec Sydney McLaughlin. On peut rêver. Pour moi, c'est sa 3e meilleure perf de sa carrière, parce que la chaux de fond, il faut l'enlever, tu l'as dit, c'est en altitude. On sait que la piste dans certaines fédérations n'est même plus homologuée pour réaliser des performances susceptibles d'être qualifiables à des championnats du monde, comme la France. La France refuse les performances à la chaux de fond pour se qualifier en sélection équipe de France, en tout cas chez les seniors. C'est pas le cas chez les jeunes, mais chez les seniors, c'est le cas. Donc si on enlève cette performance-là, c'est sa 3e meilleure performance en carrière pour Femke Bol. Elle fait ça à 2 mois des championnats du monde. Elle le passe devant Sydney McLaughlin. Très très fort cette course, tout en maîtrise. Tu l'as dit. À quand vraiment une course entre les deux filles, même si on sait que Sydney McLaughlin a un très gros avantage psychologique sur Femke Bol, parce qu'elle fait peur à tout le monde. Il faut pas se mentir. Sydney McLaughlin, c'est la star, c'est la patronne incontestée de la discipline, mais Femke Bol est en train vraiment de se placer de plus en plus proche de Sydney McLaughlin. Vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, Sydney McLaughlin, je la sentais pas en très très grande forme.
cette saison, et j'espère me tromper, mais Funkable, elle, est en très grande forme et elle va chasser Sydney McLaughlin comme jamais. À noter quand même deux coureuses américaines derrière Femkebol en moins de 53 secondes, ce qui est quand même notable, avec notamment Dalila Mohamed qui continue sa tournée d'adieu sur tous les stades du monde là cette année. C'est sa dernière saison en carrière, 52-58. Elle est elle aussi pile poil à une seconde de son record personnel qui est de 51-58. C'était vraiment une très très grosse perf, 51-58. Et donc Mohamed qui finit en beauté sa carrière, et ça fait plaisir à voir. Et le retour, la montée en puissance de Hannah Cockrell, la vice-championne olympique, devant Femke-Bol, derrière Sydney McLaughlin, qui poursuit sa progression cette année. Elle avait un season best à 53,84 et là elle fait 52,91. Donc elle met quasi une seconde à son season best. Elle, pareil que Mohamed et McLaughlin, elles sont programmées pour être en forme pour les trials et aller décrocher leur ticket pour Tokyo. Donc il va falloir rentrer aux États-Unis, mesdemoiselles, et faire monter le jus pour être en forme lors des trials. Dans cette course, on attendait, nous on vous avait annoncé Louise Maraval, qui finalement a été forfait. On imagine que c'est certainement qu'elle elle est pas totalement remise de sa blessure qui était survenue dans la semaine avant les championnats d'Europe par équipe à Madrid. Donc on espère pour Louise Maraval que ça va aller, qu'elle est sur le chemin du retour à la compétition et qu'il y a rien de trop grave, parce que c'est une athlète qu'on aime bien suivre, et c'est une fille qui nous a fait quand même pas mal vibrer l'année dernière avec une deuxième place au championnat d'Europe derrière Femke-Bol et une place de finaliste olympique. Et donc on espère que tout va bien aller pour elle et qu'elle va être capable d'être présente au championnat de France élite. Il y avait une course qu'on attendait avec vraiment impatience. On était très excités de regarder ce 110 mètres et homme. Si on en parle que maintenant, Stéphane, c'est que ça s'est pas bien passé. Ça s'est vraiment pas bien passé du tout. Avec Alex, on est super déçus de vous décrypter cette course-là. Franchement, on va aller assez vite parce qu'on n'a pas compris. Il y avait une course qui devait être une des courses des dernières années les plus relevées, en tout cas de ce qu'on a pu voir sur les circuits. On avait annoncé Grant Holloway, on avait annoncé notre Français star Sacha Zoya, on avait annoncé des coureurs à moins de 13 secondes, on s'est trompé de A à Z. Grant Holloway absent surprise, annoncé hier, il me semble, ou avant-hier. Sacha Zoya, pareil, annoncé hier ou avant-hier, qui doit pas être encore remis de sa blessure. Et c'est plutôt malin d'attendre les championnats de France élite parce que tout va se jouer au championnat de France élite. Willem Bellossian qui se permet de faire un faux départ. Un sacré faux départ. J'ai envie de dire qu'il est parti à son propre départ et pas au départ du starter. Donc ça nous a vraiment miné le moral. Il nous restait Just Kaoumate qui a fait une course qui était plus qu'honorable. Franchement, au couloir 1, pas facile. Je pense qu'il était même pas annoncé, si je dis pas de bêtises, dans cette course-là. Il remplace Zoya, ouais. Voilà, à la base. Donc il a dû peut-être orienter sa planification au dernier moment pour être en forme. Aucun athlète en moins de 13 secondes. C'est Trey Cunningham qui fait une très belle course en 13,09 avec moins 0,9 devant, mais on s'attendait à beaucoup mieux de la part des concurrents. Est-ce qu'Alex a été déçu, je suppose, comme moi? Ouais, déjà quand je vois qu'il n'y a pas Grant Holloway, quand il n'y a pas Sacha Zoya, alors qu'on avait basé notre preview sur ces deux gars, il y avait quand même Cordell Tinch qui est le meilleur performant mondial de l'année en 12,87, mais qui depuis qu'il a fait ses 12,87 est un peu décevant. Là, il finit deuxième de cette course en 13,14, qui reste des bons chronos. On va pas non plus bouder notre plaisir. C'est des belles courses, mais il nous manque l'étincelle. Cunningham 0,9, voilà, c'est bien, il est hyper régulier. Cunningham, il est capable de gagner beaucoup de courses, il est toujours aux avant-postes, il est très propre, très fort, et ça c'est impressionnant, et il faut le noter. C'est un mec qui va être en très bonne position pour gagner sa place à Tokyo, sachant que il va y avoir 4 Américains à Tokyo, vu que Grant Holloway n'a même pas besoin d'aller aux trials, étant donné qu'il est tenant du titre, il est d'ores et déjà qualifié, et ça doit vraiment le rassurer, car s'il est pas venu à Monaco, c'est qu'il a toujours pas trouvé les solutions pour bien finir ses courses. Et des Américains, il y en a vraiment moult qui sont capables de se qualifier pour Tokyo. On l'a vu dans cette course. Donc Cunningham, qui pour moi est l'Américain le plus régulier, donc à mon avis aux trials, il va passer sans encombre. Cordell Tinch, qui est peut-être un des plus talentueux, mais qui
peut faire des erreurs. On l'a vu là dans cette course, je trouve qu'il est encore proche des haies. Il saute les haies, il les franchit pas. Lui, c'est le même problème que Holloway. Il faut qu'il corrige ça, sinon ça va mal se passer. Dylan Bird, qui est la révélation sur le 110 mètres haies cette année, américain, mais qui commence à mon avis à un peu à tirer la langue parce que la saison est très longue. Il a commencé au mois d'avril au Grand Slam Track et là, ça va commencer à être super long. 13-17 quand même sur cette course aujourd'hui. Il finit 5e. Et il y a un nouveau là qu'on voit arriver qui vient du NCAA, Jacobe Tarp. 13-17, il finit 3e de la course derrière Cunningham et Cordell Tinch. Donc lui, il va être à surveiller parce que c'est un petit jeune qui monte. Mais lui, c'est pareil que Dylan Bird, à mon avis, il doit bien tirer la langue parce que on sait très bien que les universitaires, une fois que la saison est terminée, ils sont au bout du rouleau et lui, il doit donner ses dernières forces dans la bataille là, mais je mettrai pas une grosse pièce sur lui pour les trials. À mon avis, ça sera Cordell Tinch, Cunningham. Et il faut pas oublier le vice-champion olympique Daniel Roberts qui à mon avis se prépare dans son coin tranquillement. Donc Daniel Roberts, je mettrai en 3 et Grant Holloway qui, quoi qu'il arrive, sera à Tokyo. Ouais, on vous parle beaucoup des Américains parce que très très fort cette année post-olympique. Trey Cunningham, quand on analyse sa course là sur Monaco, c'est celui qui est le plus régulier. C'est pas celui qui va le plus vite dans l'intervalle, c'est celui qui est le plus régulier. Cordell Tinch, il arrive à faire un intervalle en 0,97 sur la 4 et 5e haie, il me semble, alors que Trey Cunningham, il reste en 1,00, 0,99 et il explose pas. C'est là aussi où la course au trial, c'est au championnat du monde, se gagne. On le sait, c'est pas celui à la 9e haie qui gagne, c'est celui qui est le plus régulier jusqu'à la 10e haie. Et c'est là où les Américains peuvent être forts, comme être très décevants comme Grant Holloway. Moi, j'attendais vraiment Grant Holloway serait donné un coup de boost à cette course-là. Quand on a annoncé nos highlights, tout le monde a fait waouh, le meeting de Monaco il va être exceptionnel. Et quand on a appris que Grant Holloway ne serait pas là, c'est vrai que c'était aussi une petite déception. Et Jessica Oumate, on n'a pas dit le temps, mais c'est 13-32 dans cette course-là. Il finit sixième coureur, 6e de la course. Donc il va falloir aussi qu'il continue à progresser. Il avait fait 13-15 à Paris-Charletti. Il va falloir plutôt être en 13-15 qu'à 13-30 déjà aux élites pour pouvoir espérer se qualifier au championnat du monde. Ouais, on va suivre ça avec intérêt. On le sait, c'est une discipline qu'on suit tout particulièrement en France parce qu'on a de très bons spécialistes. Mais là, cette année, c'est peut-être la première année où on n'aura peut-être pas 3 qualifiés au championnat du monde de Tokyo, ce qui serait vraiment dommage. On espère que ça va se réveiller aux France Élite. Il y a une course, Stéphane, je sais que tu l'as regardé avec attention parce que toi, t'es fan des nouvelles pépites qui débarquent. Et là, il y en a une qui arrive, c'est le 400 mètres femmes avec la victoire que tout le monde attendait de Paulinho en 49,06, mais attention, elle a pas gagné aisément, elle a gagné qu'avec 3 centièmes d'avance parce qu'il y a une petite américaine qui est en train d'exploser au plus haut niveau, qui s'empare, attention, de la meilleure performance américaine de l'année, devant des filles comme McLaughlin, Gabby Thomas, Whittaker, là, c'est une très belle performance qu'a fait Alia Butler en 49,09, 2e de cette course, qui elle aussi est une universitaire, donc à voir comment elle va pouvoir prolonger sa saison. Bon, des fois, je m'emballe un peu, on le sait, la dernière fois que j'ai parlé comme ça, c'était Shoot, le Qatari, sur 800 mètres dans une Diamond League où il avait fait une 44 en courant n'importe comment. On l'a plus revu de la Diamond League. Il n'a plus été invité. Et j'ai regardé sur sa fiche et il n'a pas recouru. Très étonnant. Peut-être le dopage, je sais pas trop. Mais en tout cas, on ne l'a pas retrouvé sur la Diamond League. Là, Butler, j'y crois beaucoup plus. Faites-moi confiance. 49,09 derrière Paulino, 49,06. Une très belle course. Elle finit 2e de la Diamond League. Pourquoi on s'intéresse un peu plus à elle? C'est par rapport à sa progression. En 2023, écoutez bien, elle faisait seulement, entre guillemets, 51 secondes 32. Alors c'est du très costaud en France, aux États-Unis c'est quand même assez banal, on va pas se mentir. En 2024, l'année dernière, au Trials américain, elle fait 49,71. Pas sur le podium pour espérer se qualifier aux Jeux Olympiques, mais par contre qualifiable au relais. Championne olympique du relais 4x4 dans un temps stratosphérique, il me semble à 49,1 ou 49,0, un très gros chrono lancé. 49,09 à Monaco cette année. La progression, elle est là. Elle est universitaire. Elle a gagné les championnats universitaires à Eugene il y a 3 semaines, en juin.
Cette fille-là, c'est une pépite, c'est une boule de nerfs, une boule de muscle. Elle est capable de rivaliser avec n'importe qui, et notamment la meilleure en ce moment avec Nasser, c'est Paolino. Et franchement, j'ai cru qu'elle allait la défoncer. Ouais, en tout cas, c'était un beau duel et ça annonce des beaux duels à venir. On espère qu'elle va être capable de prolonger sa forme actuelle jusqu'au mois de septembre. On sait que c'est toujours compliqué pour les universitaires. À noter dans cette course la présence, pareil, au dernier moment, elle a été rajoutée dans la start list il y a 2 ou 3 jours, de Amandine Brossier qui finit dernière de cette course en 52-73. Elle continue un petit peu sa tournée des Diamond League au couloir 1, Amandine Brossier. Donc c'est jamais facile, mais au moins elle est au contact des meilleurs. Ça lui permet de prendre encore de l'expérience et de courir. Et donc c'est cool. Maintenant, il va falloir qu'elle se trouve une belle course où elle sera couloir 5-6 et où elle pourra aller vraiment chercher un vrai chrono, un gros chrono pour monter en puissance dans sa saison, qui pour l'instant patine un petit peu. Amandine Brossier, on sait qu'elle avait été blessée juste avant les championnats du monde de relais qui avait lieu en Chine, donc certainement que ça a perturbé sa préparation. On espère qu'elle sera en forme pour les championnats de France élite et qu'elle arrivera à tirer son épingle du jeu, même si la qualif paraît compliquée. Il faudrait qu'elle batte son record de 50 secondes 43, je crois que c'est 50-41 ou 50-42 les minima. Donc va falloir qu'elle retrouve son tout meilleur niveau, Amandine Brossier. On va finir par vous parler de 2 derniers concours qui ont eu lieu là, avec des perfs intéressantes, pas une grosse densité, mais des perfs intéressantes, notamment le triple saut masculin avec Jordan Scott, le Jamaïcain, qui a fait un très très gros concours, qui bat son record 2 fois dans ce concours et qui finit à 17,52 m. Ça commence à parler, 17,52 m, ça peut aller chercher des podiums au niveau international, au niveau mondial. Donc à voir s'il sera favori à Tokyo ou si les cadors de la discipline, les Andy Diaz Hernandez, les Pichardo, qu'on n'a pas beaucoup vu cet été, vont se réveiller. À noter dans ce concours la présence de Thomas Gogo avec 16,75 m, qui reste encore en deçà des 17 mètres et de sa tentative de minima pour les championnats du monde de Tokyo, qui sont fixés à 17,13 m pour les Français au triple saut. Ouais, et sur la hauteur, le Coréen, 2,34 m, c'est la meilleure performance mondiale de la saison. Alors c'est pas des hauteurs, on va dire, très très élevées, mais c'est quand même la meilleure performance mondiale de la saison. Il nous manque des cadors, franchement, au saut en hauteur. On a vu le champion olympique Kerr qui était en difficulté sur ce concours de saut en hauteur. Assez étonnant quand même pour le Néo-Zélandais qui avait été champion olympique. Il nous manque des têtes d'affiche qui font 2,39, 2,40 régulièrement. On sait que c'est du très costaud, mais ça fait depuis Barshim Bondarenko qu'on n'a pas retrouvé ces garçons-là et cet engouement, cette émulation-là. Donc ça me manque un peu et j'espère qu'on va retrouver ces gars-là, mais c'est pas dans ce concours-là à Paro que j'ai été vraiment impressionné et que ça m'a fait vibrer. Ouais, on espère que ça va se réveiller un petit peu le saut en hauteur masculin. Bon, alors, les deux perfs à retenir de ce meeting, ça sera sans nul doute la victoire et le retour à la compétition de Noah Lyle sur le 200 mètres en 19,88 et quand même Wagnoni qui semble intouchable sur le 800 mètres masculin en une 41, c'est des chronos vraiment très 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 forts. La Diamond League va poursuivre son tour du monde, elle reste en Europe. La prochaine étape, c'est à Londres le 19 juillet. Bien évidemment, on vous fera un petit preview et on essaiera de coller le plus possible à la start list finale, même si là pour Monaco, on vous l'a dit, on s'est fait un petit peu avoir par les invités de dernière minute. Donc voilà, restez bien connectés. On se tient au courant du preview pour le Londres le 19 juillet. À très très bientôt les amis.